Donc, comme promis, chers auditeurs, on reçoit aujourd'hui Pierre-Henri Chuet, ex-pilote de chasse pour la Marine française, entrepreneur, conférencier et maintenant pilote de 737 MAX pour une major nord-américaine. On le reçoit aujourd'hui pour parler de l'impression des pilotes de 737 sur le retour annoncé du MAX en service. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour à vous, bonjour. Tout va bien? Oh oui, moi tout va bien. Et comme vous le disiez très justement, on suit l'actualité de manière assez intense. On est pas mal sur Internet pour suivre un petit peu l'avancée de la recertification du MAX ces derniers temps. Fait que si on y va là, dans le vif du sujet, si on retournant un peu dans le temps, ce serait peut-être intéressant d'avoir l'impression, le feeling, là, comment ça s'est passé quand tout ça est arrivé l'an dernier. En tant que pilote, là, comment on se sent quand on voit tout ça débouler, arriver, on voit ces crashs, là on apprend les emails qui sont sortis, tout ça. Comment on vit ça là, quand on est derrière les commandes? Là? Ouais, alors déjà je pense qu'il est important de préciser, c'est moi c'est vraiment mon ressenti personnel qui forcément est impacté par ma précédente carrière. Moi je viens de l'aviation militaire, j'ai été au combat. Donc forcément j'ai une approche et une vision de l'aéronautique qui m'est un peu qui m'est propre, hein, chacun a sa propre vision, mais la mienne est particulièrement impactée par cette première carrière militaire et moi en fait ce que je vois déjà pour un peu remettre la cabane dans le centre, je sais pas trop si ça se dit au québécois, au milieu remettre le milieu du village, c'est que personnellement j'ai fait pas mal d'avions, hein, que ce soit en aviation générale. Alors j'ai fait de l'avion léger, j'ai fait du DR400, du Cessna, comme tout le monde, du Beech, j'ai fait du Falcon 10, j'ai fait du Super Étendard, du Rafale, voilà, pas mal d'avions différents. J'ai jamais volé sur un avion qui n'avait pas eu d'accident. Okay. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que professionnel de l'aérien, on a conscience que les avions ont des accidents. Si je te dis qu'un A330, et mon père était sur A330, était commandant de bord sur 330, c'est un avion superbe, hein. J'adore le 330, mais la 330 a eu des accidents, et même d'ailleurs pendant les essais. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que la vision qu'un professionnel a d'un accident aérien n'est pas la même que la vision que peut avoir le grand public qui suit la presse un petit peu, les médias, toutes ces choses-là, parce qu'on sait que ça fait partie du business, parce qu'on sait que ça fait partie de toute industrie. Et la grosse différence, je pense, entre l'industrie aéronautique et la plupart des autres industries, c'est que nous, on ne le cache pas et qu'on communique beaucoup dessus et qu'on va toujours chercher à ressortir grandi de cet accident. Donc nous, dès qu'il y a un accident, et encore il y en a eu un il n'y a pas très longtemps à Karachi, au Pakistan, la question que nous on se pose en tant que professionnels de suite, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que je peux apprendre de cet accident pour améliorer la sécurité de mes passagers dans le futur, pour améliorer l'industrie après cet accident? À chaque fois, nous, on est dans cette démarche-là, comprendre ce qui s'est passé pour faire évoluer les process. C'est ce qu'on fait depuis plus de 100 ans maintenant dans l'aérien. C'est ce qu'on fait de manière très intensive depuis 30 ans. Et c'est ce qui fait aussi que si tu mets la télé, tu vois des émissions comme Air Crash, tout ça, qui analysent pour le grand public le crash aérien, parce qu'on est comme une industrie, vous le savez, qui est extrêmement ouverte là-dessus. Ouais, donc nous, tout de suite, c'est vraiment de comprendre ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise. OK. Donc au niveau du... si je comprends bien, là, au niveau du ressenti, là, tu sais, la relation, on va dire, là, que les pilotes ont avec la machine, comment on perçoit ça, là, donc cette espèce de relation de confiance entre les pilotes, entre toi et les OEM. On peut parler des OEM en général parce que là, tu as parlé vraiment assez large. Là, on a parlé d'Airbus, Boeing, tout ça, mais cette relation de confiance, même si on sait qu'il peut se passer quelque chose, rien n'est parfait, il y a quand même un petit lien. On fait confiance à l'ingénierie, on fait confiance aux gens qui ont pensé, qui ont travaillé sur cette machine-là. Cette relation-là, donc tu penses qu'elle n'est pas vraiment affectée pour les gens qui comprennent d'où ça vient? Je suis pas trop sûr de percevoir un peu. Là. Ouais, de voir ce que je veux dire. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est à partir... Tu demandes quasiment à n'importe quel pilote quel est son avion préféré, et il va te dire que c'est l'avion sur lequel il est affecté. Alors, c'est très vrai dans l'armée, c'est peut-être un peu moins dans l'armée. Ce que je veux dire, c'est que
en tant que pilote, tu piloterais pas si t'as pas confiance dans ta machine. OK. Mais on a vu des réactions de colère assez intenses de la part des associations de pilotes américains, par exemple. Peut-être que c'est motivé politiquement, disons qu'on est en négociation avec des employeurs, des choses comme ça. Mais au-delà de ça, tu parlais de la transparence qui est nécessaire pour des processus d'amélioration continue. À partir du moment où ces problèmes-là ont été ignorés à l'interne chez Boeing ou même peut-être volontairement cachés, ce qui nous surprend, je pense, c'est que ça n'ait pas affecté cette relation de confiance-là, justement. Oui, c'est là que je m'en allais, oui, effectivement. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le pilote, on est en bout de chaîne. Mm-hmm. Moi, à l'instant T, la relation de confiance a été détruite dans les médias. Enfin, il y a vraiment eu un breakdown de la relation de confiance, très bien. Mais est-ce qu'on me demande de voler sur Max? Non. Mm-hmm. Donc, nous, en tant qu'opérationnels, il y a un moment où tu nous confies un matériel qui a été certifié. On ne peut pas vraiment remettre en cause cette certification et cette confiance et prendre l'avion. Mm-hmm. Je peux refuser la certification, dire moi je fais pas et refuser de monter dans l'avion, ça c'est possible. Ou alors j'accepte la certification, je fais confiance aux gens, que je me dis chacun est professionnel, fait son métier, je prends l'avion, je pars en vol. Ce que je veux dire, c'est que là il y a un choix à faire et là c'est un peu le côté ancien militaire, c'est soit tu acceptes l'avion, tu signes l'avion et tu as l'intime conviction que tu peux assurer la sécurité des passagers, parce que nous, faut pas se leurrer, dans l'aérien, notre objectif, c'est quoi? C'est en 1, la sécurité des passagers, en 2, la sécurité des passagers, et en 3, après, on commence à mettre arriver à l'heure, le confort, toutes ces choses-là. Mais la sécurité, c'est primordial. Et moi, personnellement, à chaque fois, j'estime qu'il y a un contrat moral envers les passagers, mais également envers la famille des passagers. Donc nous, c'est très très important. Si tu estimes que tu ne peux pas assurer la sécurité des passagers, il est hors de question de démarrer les moteurs. Donc c'est pour ça que le 737 MAX est au sol depuis aussi longtemps. C'est que il était estimé qu'on ne pouvait pas, en gros, le certificateur pouvait pas nous apporter un avion. Boeing ne pouvait pas donner au certificateur un avion et le certificateur ne pouvait pas donner aux compagnies un avion en disant vous pouvez y aller, avoir confiance. Chacun dans l'industrie de l'aérien a sa petite tâche, chacun a sa zone de responsabilité et ce qui fait que ça fonctionne, ce qui fait qu'on prend les avions et que ça se passe bien, c'est que chacun fait son travail comme il est censé le faire. À partir du moment où tu estimes que tu ne peux pas le faire ou autre, il faut refuser de partir, refuser de faire voler l'avion. Là où je veux en venir, c'est que au moment où vraiment on a vu que c'était pas possible, les avions sont restés au sol. OK. Donc, dans le maintien de la confiance envers l'avion, le système, en ce moment, on constate que la FAA, l'ISA, Transport Canada et d'autres organismes réglementaires travaillent beaucoup ensemble. Et le fait que les autres organismes réglementaires supervisent ou collaborent avec la FAA en ce moment à la recertification, c'est utile ou essentiel au maintien de la confiance à ce moment-là? Là, ce qui est intéressant, c'est que tu vois qu'au niveau des organismes de certification, cette fameuse confiance a été perdue. Réellement ou politiquement, je ne sais pas, et c'est pas dans mon domaine de compétences, mais il y a une volonté affichée par les organismes de certification de reprendre à un niveau local, et comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle, hein. Donc ouais. Chacun a dit, c'est quand même ma responsabilité. In fine, quand je signe un papier par équivalence, c'est quand même ma responsabilité. Donc là, chacun, vu qu'il y a eu un souci, a décidé de reprendre le contrôle. Et personnellement, je trouve ça très bien. Mais tu vois, ça sort et au contraire, ça pousse à la confiance de la part des opérationnels, de la part des pilotes. Moi, si mon organisme national me dit, je préfère vérifier ce que font les Américains, on préfère revérifier, tant mieux, tu vois, ça va dans le bon sens de la sécurité. Donc, si tu me demandes mon avis personnel, je pense que c'était nécessaire pour répondre à cette perte de confiance qu'il y a eu. Mm-hmm. Mais la bonne chose, c'est que ça ne remet pas en cause, en tout cas pour moi personnellement, la confiance des opérationnels dans leur organisme de certification au niveau local. Ce qui est vraiment important dans l'aviation, c'est que chacun fasse son travail et le fasse de manière professionnelle. Au moment où quelqu'un ne le fait plus de manière professionnelle, là c'est plus possible. Et après on pourrait partir dans d'autres débats, notamment sur des licences au Pakistan ou des choses comme ça. Mais si chacun fait son travail comme il est censé le faire, chacun peut se concentrer pour donner le meilleur de soi et là il n'y a aucun souci. Et nous en tant que pilote, normalement, quand on s'installe dans un avion, on décide de partir faire un vol parce qu'on est intimement persuadé qu'on peut faire le vol en toute sécurité. Et il y a quand même un point qui est intéressant parce que souvent les médias vont appuyer sur oui, mais le constructeur n'avait pas dit ça, n'avait pas dit ci. Moi, j'ai fait des avions aux commandes de vol
type le Rafale extrêmement complexe, j'ai des centaines d'heures sur Rafale, je saurais pas t'expliquer comment fonctionnent les commandes de vol. Et j'étais expert sur la machine auprès des industriels. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'on a atteint, dans certains cas, et attention, là je suis général, parce que les Boeing 737 c'est quand même assez simple, on a atteint dans certains cas une telle complexité que ce n'est même pas ton travail et ton devoir de pilote de vraiment comprendre comment ça fonctionne. Okay. À partir de là, il faut accepter de comprendre la big picture, de comprendre ce dont toi tu as vraiment besoin, de savoir gérer les pannes, de comprendre tous ces trucs-là, de savoir où trouver l'information en cas de besoin. Mais si on devait commencer à t'expliquer comment marche le codage du FMS, enfin c'est juste pas humain de former quelqu'un en 60 ans. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, donc à partir de là, c'est normal quand tu acceptes de déléguer certaines zones, certaines sphères. Moi, tu me demandes de démonter ou de faire l'entretien d'un e-coming sur un Cessna, je sais pas faire. Mais je fais confiance aux mécanos. Donc, est-ce que si j'extrapole un petit peu sur ce que tu dis depuis le début de notre discussion, à partir du moment où les autorités réglementaires vont considérer que l'avion est sécuritaire à voler, tu vas être très à l'aise de te réasseoir derrière les commandes et de partir avec des passagers? Alors, je mets un tout petit bémol. À partir du moment où les autorités vont le certifier, très bien. Derrière, ils vont nous présenter voilà ce qu'était la situation avant accident, voilà quels ont été les problèmes identifiés, voilà les solutions, voilà les résultats des tests, voilà les modifications apportées à la procédure, voilà les modifications apportées à votre entraînement. Est-ce que vous avez des questions? Oui, non. Faites votre entraînement. Est-ce que vous avez des questions? Oui, non. Est-ce que vous avez le sentiment en tant qu'opérationnel que vous pouvez assurer la mission? Oui. Bon, bah, on y va. Okay. Sinon, il n'y aurait plus aucun avion qui vole, en fait. Très honnêtement, je veux dire, des 320 se sont plantés, des 330 se sont plantés, des Rafales se sont plantés, des super étendards se sont plantés. Et je choquais personne en disant ça, mais je veux dire, ça fait partie de l'aéronautique. Et on s'améliore, on apprend. C'est comme ça qu'on s'améliore depuis des siècles. On veut surtout pas que ça arrive, on veut tout faire pour l'éviter. Mais c'est pas parce que ça arrive qu'il faut tout arrêter, se dire on va repartir d'une page blanche. On a tous conscience qu'il y a eu des problèmes sur le 37. Si le briefing qui nous est fait, la présentation, l'information qui est fait au pilote sur le 37 et qu'on n'a pas encore fait, donc je peux pas en parler, nous satisfait et qu'on est intimement persuadé de par notre expérience, de par la formation de partout, qu'on peut assurer la sécurité des passagers, il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas. Et accessoirement, et ça tout le monde est d'accord là-dessus, ça va être un des avions le plus scruté d'un point de vue certification de l'histoire de l'aviation. Donc j'ai envie de dire, si lui arrive à passer des certifications, c'est que au jour de la certification, ça pouvait pas être plus difficile à passer. C'est un petit peu le concept du dernier de la classe. Tout le monde est dessus, quoi. Tout le monde est sur son dos et tout le monde regarde ce qu'il fait. Alors que pendant ce temps-là, le numéro 2 de la classe, tranquillement, il peut tricher, personne ne voit. Je dis pas qu'il y a de la tricherie, mais j'essaie de non, s'il y a quelque chose, ça va être le plus sécuritaire. Oui, effectivement. En fait, une fois que tu as et qui même pour se couvrir vont dire moi j'en rajoute une couche et moi j'en rajoute, et au final tu te retrouves avec un avion ultra scruté. Donc il y a qu'à regarder une photo du 737-200 et du Max à côté. L'avion a énormément évolué, mais les voitures ont énormément évolué aussi. Enfin voilà, tout a évolué à partir du moment où il est calculé que ça passe. Il est calculé que ça marche et que c'est en toute sécurité. C'est pas nous en bout de chaîne qui allons commencer à tout remettre en cause. Par contre, si on a le moindre doute, moi le jour où j'ai le moindre doute avec un avion, comptez sur moi pour pas partir en vol. Mais ça c'est vrai avec n'importe quel type d'avion. Si j'estime que je ne peux pas assurer l'entière sécurité de mes passagers, on va rester au sol et je me ferai un plaisir de commander des pizzas pour tout le monde. Mais c'est ma responsabilité, c'est la responsabilité des opérationnels, des compagnies, et c'est très présent dans la tête de tous les pilotes et de chaque personnel de l'industrie. Mécaniciens, personnel au sol, contrôleurs aériens, on a tous des cases sécurité allumées depuis plus de 30 ans grâce aux formations récurrentes qu'on a et qui s'assurent que justement on soit bien câblé. OK. Donc, si on regarde juste un dernier petit tour là, au niveau des... donc, l'avion a volé cette semaine. Au niveau des correctifs qui sont demandés de la plupart des agences, si tu as suivi un petit peu le débat, même sans être forcément ingénieur ou technicien, là, mais qu'est-ce que tu en penses là, de ce qui a été demandé par les différentes agences? Là, parce qu'on sait les demandes sont pas pareilles. Tant côté FA, mettons que ASA, les Européens sont très critiques et très agressifs. Là. Vite, est-ce que tu as une idée, tu as une opinion là-dessus, là, sur ce qui a été demandé?
Oui, moi je pense que c'est normal d'avoir l'Europe qui surenchérit un petit peu. Et vu que c'est dans le sens de la sécurité, j'ai absolument rien contre. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de et c'est ça, moi, si tu vois, si je devais mettre, les gens vont croire que je suis payé par Boeing, c'est pas du tout le cas. Si je devais mettre un bémol ou quelque chose ou attirer l'attention sur un point particulier, bah déjà, il y a l'énormité du problème à la base, ça on est tous d'accord, ça faut le reconnaître. Après, derrière, je pense le point qui est très très important, là c'est un peu plus général. Ce qui m'embête un peu, tu vois, dans cette histoire au final, c'est de voir que certains accidents d'Airbus n'ont pas vraiment profité à Boeing. OK. Mhm. Et donc, quand tu vois Airbus est plutôt européen, du coup, on parle de son d'incidence, tout ça, comme voilà, il y a quand même une histoire autour de ça, dans d'autres accidents aériens. Je ne suis pas étonné que, justement, l'Europe, qui a peut-être plus vécu des soucis autour des sondes d'incidence, autour de ce genre de capteurs, tout ça, en rajoute un petit peu par rapport à ça. Donc je suis pas étonné, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Et encore une fois, moi mon objectif c'est qu'on ait les avions les plus sûrs possibles. Et c'est indispensable à la reprise de l'industrie, à la sécurité de tout le monde. Et si on n'a pas les avions qui marchent bien, faut pas voler, ça c'est sûr. OK, non, c'est sûr, c'est certain. Ben, de toute façon, il fallait s'y attendre. C'était quelque chose qu'on voyait venir. Certains y voient une vengeance. Moi, j'ai plutôt tendance à aborder dans ton sens où on a, je pense, certaines autorités ont tiré profit de malheureux incidents, accidents, et on travaille là-dessus. On essaye de ces expériences-là, d'essayer de pousser plus loin. Voilà, exactement. C'est exactement le fait de revenir à la charge sur certains côtés te permet de tirer un peu l'autre côté de l'Atlantique par le haut sur certains points d'intention et de manière à augmenter la sécurité globale. Il y a quand même pas beaucoup de fabricants. L'objectif quand même des autorités certificateurs, c'est de tirer le niveau global de sécurité de tout le monde vers le haut. Et là, clairement, c'est un cas où tu peux faire une démarche pour augmenter le niveau de standard. Voilà, c'est ça que je cherchais comme terme. Okay. On est quand même avec un standard qui est extrêmement haut. On est une industrie qui est quand même très sûre, malgré ce que certains gens peuvent croire, mais comparer ça au milieu médical, et je vous laisse regarder les chiffres en ligne. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est l'occasion de rehausser le standard, de repartir sur une nouvelle impulsion en disant plus jamais ça, et maintenant on part sur ce standard complètement. OK, d'accord. Après, et ça, je pense que c'est quand même important de le dire. Tu vois, je pense que c'est quand même important de le dire. L'avion va être certifié. Personne ne peut te dire qu'il y aura jamais d'accident en 737 MAX. Ouais. Non, bien sûr, on est d'accord. Ça, c'est sûr que... Ouais, oui, mais c'est, tu vois... Le risque zéro, ça n'existe pas en aéro. Il faut le dire. Tout comme moi, je conduis une Peugeot en ce moment, il y a ça m'empêche pas de prendre ma Peugeot. Et je peux prendre une Lamborghini, c'est pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, il faut être honnête vis-à-vis des choses. Le risque zéro n'existe pas. Le risque 10 puissance moins 6 moins 8 existe, et c'est ce qu'on a dans l'industrie. Hein. T'as quand même un nombre de chances, c'est une chance sur 1 million par passager. Enfin, c'est un truc vraiment très très infime. De pas se mentir. Mais quand les risques sont les mêmes dans un Airbus, les risques sont les mêmes dans un ATR. Il y a un moment, voilà, il faut dire les choses, il faut arrêter d'essayer de se mentir constamment. Donc, il y a des risques dans tout. L'ascenseur, t'as des risques aussi. Hein. Non, tout à fait. Et la trottinette au milieu de Paris, pour ceux qui viennent en tourisme à Paris, c'est encore pire. Ne faites pas de la trottinette au milieu de Paris, s'il vous plaît. Excellent, c'est noté, Pierre-Henri. C'est tout pour aujourd'hui, mais j'ose espérer que si jamais on a d'autres questions, on pourra se reparler dans le futur. Eh ben, avec plaisir. Donc, t'as vu, moi, mon truc, c'est d'essayer de surtout quitter cette vision souvent qu'on a trop micro et d'essayer de prendre une vision un peu plus large, comprendre un peu les objectifs de manière un peu plus large. Et là, c'est typiquement ce qu'essaye de faire l'industrie. Donc, c'est une bonne chose et c'est quand même assez exceptionnel de voir t'arrêter aussi longtemps. Donc, c'est quand même, je pense, un point plus que positif qui montre l'envie de l'industrie de se remettre en cause. Parfait. J'ai cru comprendre aussi que tu étais très occupé. Tu avais pas mal de choses en branle, là, si tu veux nous en glisser un mot vite. Ouais, moi j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Atechue, ATECHUE,
Chuet, CHUET, où je poste le contenu à la fois en français et en anglais, que j'ai créé pendant la période du Covid-19, et qui me permet de partager autour de l'aérien, que ce soit étudier des films, étudier des faits aériens, mais parler de simulateurs de vol, des choses comme ça, ou sinon adapter les méthodes de l'aérien au monde de l'entreprise. Moi, je suis best-selling auteur dedans, j'ai un livre qui s'appelle Débrief, et maintenant j'interviens principalement en conférence en France ou en Amérique du Nord, en Europe ou en Amérique du Nord. Donc si vous tapez AT Chuet sur Internet ou sur YouTube, vous devriez voir des vidéos ou des sites web en rapport avec ce que je fais si ça vous intéresse. Excellent. De toute façon, on mettra les liens vers tes différents points de contact dans les notes de l'épisode avec plaisir. Eh ben avec plaisir et à bientôt au Canada, j'espère. Si vous voulez, je vais pouvoir revenir. Ouais. Merci beaucoup, AT. Merci beaucoup, Pierre-Henri. Au revoir. Au revoir.